Nous allons maintenant parler, nous allons avoir un éclairage des neurosciences sur le triptyque émotion, trauma et résilience. Et nous avons beaucoup de plaisir à accueillir Monsieur Philippe Pancallet, qui est ici. Il est neurochirurgien à Paris, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. C'est un ancien interne et assistant des hôpitaux de Paris. Pratiquant la méditation et l'auto-hypnose depuis de nombreuses années, il a développé au fil du temps une prise en charge complète et une approche très originale du traitement de la douleur, tant en consultation qu'au bloc opératoire ou en coaching privé. Et je tiens à vous remercier parce qu'a priori, vous deviez venir beaucoup plus tard et vous sortez du bloc, ou presque, et vous êtes venu beaucoup plus tôt, puisque le patient va bien ? Va bien. Bon, tant mieux, parce qu'on est un peu... Merci, je vous laisse la parole. Merci pour votre invitation, et je suis vraiment ravi de pouvoir partager quelque chose d'assez spécifique, qui est le thème des neurosciences plutôt appliquées aux émotions, et de voir comment chez l'être humain ça peut s'organiser, comment ça peut aussi se déséquilibrer dans le cadre de la pathologie, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de soignants. Et puis faire, alors ça a été un petit clin d'œil aussi à Carole, où je lui ai envoyé un PowerPoint à 23 h hier, quand j'étais en train de réviser un peu, de checker mes diapos, pour peut-être 4 diapositives après, en me disant je ne suis pas cavalier, je ne suis jamais monté sur un cheval. Désolé. Mais j'ai trouvé intéressant, après avoir rédigé ce topo sur les émotions, de me dire, j'avais la notion quand même, je pense que vous allez me le confirmer, que le cheval est quand même l'animal le plus émotionnel qui existe. Et comment justement, avec une réactivité d'une structure particulière du cerveau des émotions qui s'appelle l'amygdale, comment on peut faire finalement calmer ses propres émotions auprès d'un animal qui a une amygdale qui est en éruption permanente. J'ai trouvé finalement de quoi faire quelques diapositives, on en parlera après. Tout ça pour faire le lien entre cette présentation qui est de neurosciences et plutôt médicale, on va dire, et avec le thème qui nous rassemble aujourd'hui pour 2 jours. Donc, émotion, trauma, résilience, voilà, c'est un grand sac dans lequel on va mettre quelques éléments, un fil conducteur que j'essaye de développer, de partager comme ça ma vision de fonctionnement du cerveau autre qu'une vision mécanique et chirurgicale, comment c'est fait, mais aussi comment ça marche. Pour le succès de la thérapie, le succès d'une relation d'aide, d'un coaching, d'un enseignement, il y a pour moi c'est une équation donc avec 3 inconnus, et la première c'est 3 S égale le 4e S qui est le succès. Donc le premier S c'est la science. Donc comment, en quelques mots, quelques diapositives, quelques schémas surtout, ça peut s'organiser le fonctionnement du cerveau émotionnel. J'appuie ici. Je ne sais pas si vous voyez, non, ça ne doit pas. En tout cas, vous avez à droite une représentation du cerveau avec quelques éléments très importants qu'on va voir successivement. Le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur, l'insula, on va la mettre de côté, le striatum, c'est-à-dire les circuits de la récompense, l'amygdale cérébrale et l'hippocampe, une structure très importante dans la mémoire. Donc, il faut voir que ça s'organise, le cerveau s'organise, particulièrement le cerveau des émotions s'organise en plusieurs strates, en quelque sorte. D'abord, les strates de survie, le mammifère humain a survécu pendant plusieurs millénaires, il s'est même reproduit et continue à coloniser la planète. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à survivre et c'est extrêmement difficile de transmettre son ADN dans le monde, de façon générale, qu'on soit une bactérie ou qu'on soit un être humain ou un animal. Et pour ça, il faut des structures extrêmement, alors certes archaïques, mais extrêmement puissantes, puisqu'on parle de la survie. Le premier, c'est l'amygdale, donc c'est
la structure principalement de la peur, de l'agressivité défensive également. Chez le mammifère humain, on trouve aussi cette structure, et ça a été largement étudié chez d'autres mammifères. Et si on n'avait pas peur, on ne serait plus là depuis longtemps, puisque bien sûr, c'est ce qui nous permet d'échapper à nos prédateurs naturels, et prédateurs, la difficulté également d'échapper à des menaces climatiques, par exemple, ou de terrain géographique, etc. Ensuite, on a de l'autre côté le circuit de la récompense. C'est le striatum. Alors, ce sont une molécule qu'on entend pas mal, enfin, dont on entend parler, qui est la dopamine. C'est la molécule essentiellement de la motivation, également du plaisir quand elle est associée aux endorphines. Mais c'est surtout ce que les anglo-saxons appellent le wanting, c'est-à-dire vouloir faire quelque chose, être motivé pour, motiver, locomotive, et motion, emotion, vous voyez, c'est mouvement. Donc on va aller se diriger vers quelque chose qui nous attire, que ce soit de la nourriture, de la boisson, du sexe pour la reproduction, et ça c'est également du domaine de la survie. Pourquoi ? Parce que si on ne se reproduit pas, l'espèce humaine aurait, comme pour l'amygdale, si elle n'existait pas, disparu depuis extrêmement longtemps. Donc le circuit de la récompense est du domaine de la survie de manière absolument indiscutable. Et déjà, cette diapositive, quelque part, résume une grande partie de la psychologie moderne, parce que nous vivons en permanence, et souvent de manière, je ne vais pas dire inconsciente, parce que je n'ai pas une grille de lecture tellement freudienne, mais non consciente, nos pulsions, nos impulsions, nos instincts, on est vraiment dans le domaine de l'instinctif, on évolue dans un corridor relativement étroit entre phobie et addiction, c'est-à-dire avoir trop peur de quelque chose, ou alors aimer trop quelque chose, scroller sur Facebook ou bouffer des gâteaux. Alors, on a à l'étage supérieur la cognition, le cortex préfrontal, qui est réputé, à juste titre quand même, il faut relativiser, mais on pourra en discuter éventuellement dans la table ronde, être un peu l'ordinateur, la logique, le cerveau cartésien, qui a une dimension émotionnelle également, mais c'est celui qui est capable de faire des constructions qui sont dans une abstraction très, très évoluée. C'est notre cerveau intelligent et conscient, c'est-à-dire qu'on a une pensée consciente, une volonté de faire quelque chose de manière tout à fait consciente. Je pense pas que vous voyez le fil laser, mais c'est pas grave. Vous avez la représentation donc des deux grands types d'émotions. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais disons qu'il y a quelques auteurs auxquels je me réfère. Je pense à Joseph Ledoux en particulier, qui est un Américain qui a écrit Le cerveau des émotions. Si ça vous intéresse, c'est vraiment un ouvrage maintenant un petit peu ancien, mais qui résume à peu près tout et remet l'église au centre du village de pas mal de théories actuelles qui sont reprises entre le New Age et le développement personnel. On est dans quelque chose d'absolument factuel, et ma présentation est tout à fait factuelle. Je ne défends pas d'école, je ne fais que transmettre ce que les laboratoires de sciences nous montrent, ce que la clinique neurologique, neurochirurgicale nous montre également au quotidien, et mon expérience en hypnose et sur le travail en psychosomatique aussi que je fais par ailleurs, sur la gestion des émotions, montre ça de manière tout à fait indiscutable. On peut ne pas être d'accord, ça ne changera rien en fait, sur le fait que c'est organisé comme ça, et c'est, je pense, une grille de lecture assez pratique, puisque l'amygdale, on va parler d'émotions instinctives, donc on peut avoir peur de quelque chose, hein. Les phobies sont quand même du domaine phobie, et puis c'est leur dérivé, l'anxiété chronique, hein, les burn-out, etc. Alors il y a une notion de dépression aussi, pas tout à fait la même chose, l'anxiété et la dépression, mais l'un étant la conséquence de l'autre. En tout cas, on est dans quelque chose qui est du domaine de l'instinct, c'est la peur, et ça reflète en fait la peur de mourir. Donc on est dans une structure l'amygdale qui est du domaine de la survie, même pour quelque chose de tout à fait banal qui est de voir une araignée ou de prendre l'avion.
Ce sont donc la longue liste des émotions instinctives. Elles sont non conscientes, c'est-à-dire qu'elles vont nous posséder en fait quelque part. On ne se rend pas compte pourquoi on a ce type de comportement, mais malgré tout on va le subir. Et ça peut aller jusqu'à consulter, aboutir à des décompensations psychiatriques, voire psychosomatiques, voire les deux. On est dans le domaine de la survie et anatomiquement, neuronalement, l'amygdale est reliée au corps. Parce que quand on a peur, la première chose qui se passe dans le stress, c'est quoi? Dans la cascade neurobiologique du stress, c'est quoi la toute première, du point de vue temporel, action physiologique qui se produit dans le corps? Votre avis? Alors, battement cardiaque, oui, mais même avant ça, c'est une contraction musculaire, en fait. Pourquoi? Pour la fuite, puisque c'est la première réaction qu'on va faire dès qu'on a peur. Alors bien sûr, ça peut être une fuite du corps en entier, mais c'est en tout cas une contraction musculaire qui après aboutit à une conscientisation. Finalement, on va le voir en plusieurs millisecondes, de se dire tiens, il s'est passé quelque chose. Mais c'est d'abord le corps qui réagit. Et ça, c'est intéressant de voir comment s'installe, on parlera des traumas après, brièvement, mais comment s'installent les blocages, les peurs, comment elles s'engramment, comment elles s'incrustent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et aboutir à des somatisations. Somatisation qui est un de mes... Voilà, ça a été un de mes axes de travail et encore maintenant, de comprendre comment les neurosciences nous donnent des grilles de lecture pour arriver à comprendre comment quelqu'un est arrivé, à l'occurrence, à avoir une tumeur cérébrale, par exemple, puisque c'était mon topic, et c'est toujours mon topic de consultation et de travail médical. Et donc, les traumatismes, de façon générale, tout ce qui active l'amygdale, ces émotions instinctives, vont s'imprimer directement dans le corps. Et on a un deuxième type d'émotions, les émotions cognitives qui sont conscientes. Et là, on est dans le domaine du social. On va avoir la honte, on va avoir l'estime de soi, etc. Tout ce qui fait qu'on vit en société, puisque l'animal humain seul est voué à la mort. Ça, c'est absolument évident. On ne peut pas vivre tout seul. C'est impossible. Et donc ça arrive à des pensées, à des schémas de pensée. On est donc dans des structures cognitives que certaines approches, je pense à la PNL par exemple, ou les approches neurocognitives, vont traiter. Donc, si on a plutôt des émotions cognitives, on va plutôt s'adresser à des thérapies verbales par exemple, pour essayer de défaire des schémas de pensée. Mais tout ce qui est du domaine de l'émotion instinctive, et c'est extrêmement fréquent, beaucoup plus que ce qu'on pense, seront globalement complètement imperméables, et ça pour des raisons physiologiques, avec des explications physiologiques, complètement imperméables au langage verbal. L'amygdale ne comprend pas la parole, le langage humain, elle ne comprend que le langage corporel. Schématiquement, qu'est-ce qu'il se passe chez l'être humain, également chez l'animal? L'homéostasie, ce concept développé il y a quelques siècles maintenant par Claude Bernard, on a l'équilibre global. L'équilibre, l'homéostasie, c'est l'équilibre du milieu intérieur, c'est-à-dire une pression artérielle, une glycémie, un taux d'oxygène qui est bien, etc. Également au niveau émotionnel. Tout ça va arriver en permanence, en temps réel, sur ce radar qui s'appelle l'amygdale, qui en temps réel, vraiment tout le temps, analyse, filtre H24 tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, y compris à l'intérieur et même à l'extérieur, les cinq sens, qui est capté de l'extérieur avec les cinq sens, et puis, donc ça s'appelle l'extéroception, et puis l'interoception, plein des dizaines et des dizaines de paramètres dont je vous parlais tout à l'heure. Et si l'amygdale dit, effectivement, tout ça est bien équilibré, il n'y a pas de danger, ça va envoyer le signal continu vers le cortex préfrontal, donc cette logique qui dit, voilà, il n'y a pas de situation de danger, je peux traverser la route, je suis avec quelqu'un qui ne paraît pas agressif, je suis dans une situation qui ne me met pas en danger. Mon équilibre émotionnel, mon équilibre physiologique, tension artérielle, etc., tout ça est bien équilibré dans un domaine d'homéostasie. Le moindre stress, que ce soit un stress, encore une fois, intérieur, quelqu'un qui respire pas bien, quelqu'un qui a des douleurs digestives, abdominales, des peurs, qui dort pas bien, ou qui bien sûr est soumis à un stress parce qu'il y a un patron qui le harcèle, ou peu importe. En tout cas, toute
cause de stress va envoyer un message à l'amygdale en disant « tu es en danger », on est du domaine de la survie. L'amygdale ne pense pas, parce qu'elle est connectée au corps, et le corps ne pense pas, il agit, il fait, et c'est ça sa force. Et c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Et donc, il y a tout de suite, immédiatement, une déconnexion de la logique pour aller vers des réactions de survie extrêmement primitives, c'est-à-dire, en général, premièrement, fuir. Si la fuite n'est pas possible, le combat, la lutte. Et si l'un ou l'autre n'est pas possible, on est dans l'immobilisation, dans la congélation, ce que les anglo-saxons appellent le freezing, être sidéré, l'inhibition de l'action. Et ça, c'est extrêmement toxique du point de vue biologique. La fuite et la lutte permet d'obtenir, ça a bien été montré depuis très longtemps, mais il y a un film qui illustrait les travaux de Henri Laborie, le neuroscientifique français. Ce film, c'est Mon oncle d'Amérique. Il y avait Nicole Garcia, Gérard Depardieu, c'est les années 80 à peu près, qui met en scène en fait tous les travaux d'Henri Laborie et qui montre parfaitement les trois F, le fly, le fight et le freeze. Et les deux premiers, par contre, si on arrive à fuir ou à lutter, c'est-à-dire à dégager une certaine quantité d'énergie, cette énergie qui va pouvoir s'exprimer, ne va pas s'imprimer. Et là, on retombe, et il le montre très bien, et il y a des milliers de papiers scientifiques qui montrent ça, on va retomber dans un état si on peut fuir ou lutter, dans un état d'équilibre, d'homéostasie, justement. Et c'est quand on est dans l'inimbition, l'inhibition de l'action, qu'on va rentrer dans des phénomènes extrêmement toxiques pour aboutir à des somatisations, des burn-out, des infarctus, etc. Et des suicides. Donc, ça, c'est le fonctionnement ordinaire dans un milieu sécure du cortex préfrontal. C'est le chef d'orchestre, c'est la cognition froide, prise de décision, contrôle des émotions, frein sur l'amygdale. On va se contenir, on ne va pas laisser se débrider justement l'amygdale, puisque le raisonnement est possible dans une certaine mesure. Les souvenirs vont aller se mettre dans le complice, on pourrait dire, de l'amygdale, puisqu'on parle de complexe amygdalo-hippocampique. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais bon, c'est un minimum de choses à connaître. C'est pas très compliqué. On a les souvenirs ordinaires. Je me rappelle que hier, j'ai fait ceci, cela. Enfin, voilà, j'étais dans telle situation. On a fait une réunion de travail. On a fait ceci. Voilà. C'est les informations spatiales, temporelles, qui sont du domaine de la mémoire explicite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'expliciter verbalement. L'amygdale, elle est calmée, parce qu'il n'y a pas de danger spécialement. Elle veille, par contre, elle n'est jamais bien loin. Et là, dans un phénomène de stress, mais ça peut être juste simplement cogner un pare-choc quand on fait du touche-touche, vous voyez, enfin, c'est pas vraiment un accident corporel grave, mais dès qu'il y a un déséquilibre émotionnel, tout de suite, le cortex préfrontal se déconnecte, et tout ce qui arrive de l'extérieur va s'imprimer dans l'amygdale, parce que c'est elle qui prend le contrôle. On a un transfert du contrôle du cortex préfrontal, c'est-à-dire la raison, au profit de l'amygdale, c'est-à-dire les passions. C'est une dialectique ancienne, philosophique même, entre la raison et les passions. Et bien tout de suite, immédiatement, quel que soit le stress, qu'il soit corporel, relationnel, amoureux ou physique, médical, on a tout de suite une déconnexion et les souvenirs vont aller s'imprimer dans un disque dur extrêmement puissant qui appartient à l'amygdale, mais qui est du domaine de la mémoire implicite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être atteinte verbalement. Enfin, si vous êtes informaticien, enfin, vous voyez bien qu'il y a des fois, il y a certaines couches de mémoire du disque dur qu'on ne peut pas atteindre. Dans l'amygdale, c'est exactement la même chose. Et c'est là où s'impriment les souvenirs traumatiques. Donc il y a des procès, en ce moment on entend beaucoup de témoignages et de choses comme ça, de gens qui ont été sidérés par certaines actions violentes, traumatiques pour le coup, dont ils gardent des séquelles des années après, parce que l'amygdale a une de ses caractéristiques, c'est justement de ne jamais oublier. Déjà en 1912, l'école de physiologie de Saint-Pétersbourg, avec Pavlov, avait montré que les chiens qu'il arrivait à conditionner pour ces expériences, il créait des traumas expérimentaux en fait. On pouvait arriver à effacer partiellement et faire en sorte que l'animal pouvait vivre relativement bien, mais le trauma était imprimé tout le temps. Et on paye
extrêmement cher l'incroyable efficacité de l'amygdale. C'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'elle n'oublie jamais tous les traumatismes qui ont été tous les traumatismes qui ont été subis par le sujet. Et on voit ça d'ailleurs dans les régressions, dans le travail de régression en mémoire en hypnose, où on arrive justement à les détricoter dans cette mémoire implicite. Mais c'est relativement difficile et il faut un outil aussi puissant que l'hypnose pour aller explorer ces mémoires. Donc, brièvement, vous avez les mémoires explicites qui sont plutôt dans l'hippocampe, c'est-à-dire on peut les expliciter verbalement, donc en thérapie. On va pouvoir ressortir un certain nombre de choses, même pour refaire sa propre biographie, se dire, voilà, est-ce que j'ai été bon dans telle période ou telle période de ma vie, je raisonnais comme ci, comme ça, enfin voilà, c'est accessible. Et puis, beaucoup de ces mémoires qui sont enfouies dans la mémoire implicite, dans le disque dur de l'amygdale, qui, elle, je vous rappelle, l'amygdale étant connectée au corps, principalement, et c'est là où prend tout son sens les approches, toutes les approches, et il y en a plein psychocorporelles, de la respiration, du yoga, du tai chi, etc., de l'hypnose aussi, enfin l'hypnose, pas sur un versant intellectuel, mais sur un versant corporel. Alors les stratégies, c'est le deuxième S. Le premier, c'était la science, c'est de balayer à peu près de manière assez rapide, quand même un très vaste sujet qui est le cerveau des émotions. La stratégie, c'est important d'avoir une stratégie, bien sûr, en thérapie, ou dès qu'on essaye de comprendre quelque chose, pour amener des outils, pour manipuler des outils. On pourrait dire que voilà, notre vie, nos mémoires, c'est à peu près ce bateau qui est sur la gauche, là. Et on va dire, si on trace une ligne, la ligne de flottaison de la conscience, au-dessus, si on voyait ce bateau posé sur l'eau, on se dirait que, effectivement, ça se passe bien. Et le rôle du thérapeute, quand il va explorer les bonnes mémoires avec les bons outils, ce qui n'est pas du tout gagné, on s'aperçoit que c'est ça qui est en dessous. C'est vrai que voilà, si on voit the big picture, on a des difficultés à penser que le bateau puisse faire podium à la prochaine régate. Et c'est comme ça qu'on vit en fait avec tout ça, toutes ces mémoires implicites, qu'il est intéressant, avec bien sûr le libre arbitre de chacun, d'aller explorer et d'aller nettoyer, parce qu'on verra que dans la stratégie, en tout cas c'est mon approche, c'est l'approche de pas mal de thérapeutes, mais c'est loin d'être la majorité en tout cas. On va commencer, je vais vous en parler tout de suite, dans le travail sur la résilience, c'est-à-dire en fait de défaire le trauma, parce que c'est comme ça, c'est voir comprendre le trauma, c'est comprendre comment il s'est installé dans le corps et comment il dure, et la résilience, c'est comment on peut arriver à le défaire. Et la première ligne qu'il y a juste en dessous de résilience, c'est défaire le négatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas, et moi j'accompagne le moins possible, et plus maintenant, j'ai fait ça pendant un moment, de rajouter des couches de techniques, des couches de ressources, de la pensée positive, etc. Et en fait, il faut se débarrasser du négatif déjà. Et c'est bien, c'est la coque du bateau en fait. Il faut gratter et enlever tout ça. Et ça, c'est pas du tout, c'est pas du tout vendeur, parce que l'humain adulte n'a pas l'habitude de renoncer à certaines choses. C'est beaucoup plus facile, même pour les gens qui sont en formation, par exemple, sur ces approches de psychothérapie, hypnose, coaching, etc. C'est toujours plus facile de rajouter encore une autre couche de trucs positifs en se disant tiens, il me manque ça, donc je vais essayer d'apprendre encore plus. Mais en fait, on fait qu'empiler les techniques sans avoir véritablement de vision d'ensemble. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est quand même ça qu'il faut viser. Donc le fait de défaire le négatif, et pour ça, il faut le regarder. Il faut le regarder au bon endroit, parce que sinon on se fait berner. Donc ça, c'est vraiment important. Donc le trauma, je vous ai expliqué avec les diapositives précédentes, c'est principalement piloté par l'amygdale, ça passe par le corps, et puis il faut reconnecter le cortex préfrontal, et ce sera la dernière partie du topo, le cortex singulaire antérieur, je vous en parlerai après. La résilience, donc, dans les grandes lignes, je ne vais pas faire tout un cours dessus, c'est extrêmement long, mais dans l'idée, donc défaire le négatif, déprogrammer les mémoires de peur, parce que le problème de la thérapie en fait, et de nos vies de façon générale, c'est un problème de mémoire. Soit on ne se rappelle pas assez
de nos ressources, des choses, des fois où on a été bien, en fait, où on a été capable d'un certain nombre de choses, soit on se rappelle trop des fois où on a été nul, et où on se rappelle plus des capacités qu'on a apprises, en fait. Donc, il faut mettre en ordre ces mémoires et comprendre qu'il y a des mémoires corporelles, donc, des mémoires émotionnelles, et faire après, et de manière ascendante, je vous montrerai après des diapos pour comprendre un peu l'idée, de voir une restructuration cognitive, c'est-à-dire qu'une fois que le corps est soulagé et détendu, qu'on a libéré les tensions corporelles, là on peut faire fonctionner le mental, l'esprit, avec un E minuscule, de manière correcte. Et puis trouver du sens, parce que ça c'est la clé qui va unir les 3 étages. Le trauma, rapidement, comment il s'installe, de manière descendante, on est à l'équilibre, et puis à un moment il y a une zone de stress, arrêt, alerte, c'est le rôle de l'amygdale, ou sursauter. Et puis après il y a un raidissement musculaire, articulaire, l'orientation, essayer de voir où vient le danger, évaluation du danger, est-ce que je vais aller voir pour en savoir plus, ou est-ce qu'au contraire ça craint, donc je m'en vais en courant, approche ou évitement. Mais là, on est dans des techniques, dans des tactiques plutôt très archaïques du domaine de l'amygdale. Et puis, en fonction de ce qu'on va avoir comme stress, combat ou fuite, c'est dans l'ordre inverse en général. On commence par fuir d'abord, et puis si on ne peut pas, on va combattre. Si ça, c'est un échec, on l'a vu, on est dans le figement, dans le freezing. Et quand l'inhibition de l'action se poursuit, on est dans le collapse. C'est-à-dire que c'est là où tout s'effondre. Il faut bien comprendre que le trauma, ça peut être, mais rarement, tout le sujet qui réagit. Le trauma, c'est une mosaïque. Et on voit ça très bien en psychosomatique. Moi qui fais une médecine extrêmement physique, qui est corporelle, donc qui est purement de la mécanique du corps, où il n'y a même pas l'esprit, puisque le patient est dans un coma artificiel qui s'appelle l'anesthésie générale. Et malgré tout, on voit en consultation, quand on examine les patients, à condition de s'y intéresser un peu, que le corps, c'est vraiment une mosaïque de trauma. On peut avoir une peur qui date d'une cour d'école à l'âge de 6 ans dans une épaule, et une engueulade avec son patron au niveau lombaire. Voilà. Et donc, du point de vue corporel, on va remonter, puisque ça s'est engrammé de cette manière-là, on va remonter avec des techniques, alors, me concernant en tout cas, beaucoup de travail sur la respiration, parce qu'on touche tous les étages. Les structures, c'est l'amygdale, la substance grise périducale, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter, mais ensuite, le travail beaucoup pour calmer également l'amygdale, pour lui amener des informations sensorielles, corporelles, que ce soit sensorielles de l'extérieur et internes, de travailler sur les tensions du corps. Et ensuite, seulement quand le corps et l'émotionnel donc est équilibré, on va pouvoir avoir un esprit calmé sur lequel on va pouvoir faire de la restructuration cognitive avec différentes approches. C'est pas possible de calmer l'esprit quand le corps est tendu. Essayer de faire de la méditation en faisant des pompes, ça marche pas, quoi. Personne n'y arrive. Alors, le cycle d'immobilité et de la peur, on a ça, on a une tentative d'activation, on a une immobilisation avec le freezing, parce que le sujet est pris vraiment, on voit que c'est un cercle fermé. Il y a eu quelques lettres qui n'ont pas supporté la conversion PDF, c'est pas grave. Les expériences de peur et d'impuissance, de freezing, donc justement d'être dans l'inhibition de l'action, et c'est ça qui est extrêmement destructeur. Tentative de fuite, souvent infructueuse, qui aggrave, en fait, comme un pas de vis, qui aggrave la croyance du sujet. Et le but, dans les grandes lignes, mais c'est vraiment important de comprendre ça, c'est de défaire cet anneau et pour passer de l'immobilité à l'activation, à la course, pouvoir, que ce soit corporellement ou symboliquement, fuir. Parce que Laborie a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite. On peut fuir physiquement, bien sûr, de manière basique, mais on peut aussi s'échapper dans une activité
de bénévolat, une activité artistique, spirituelle, etc. C'est très bien montré. En tout cas, la fuite est réussie, qu'elle soit symbolique ou physique, ou les deux. Et on a acquisition de pouvoir sur soi, qui va pouvoir être réinjecté dans la boucle pour continuer le détricotage de tout ça. Donc voilà, schématiquement, le trauma se gère de cette manière. Il se gère à l'inverse de la manière dont il s'est engrammé. Donc corporel, psycho-émotionnel et cognitif. Et le spirituel, on verra après, enfin le spirituel au sens de non matériel. Donc la résilience, c'est ça, c'est ce que je viens de dire là. La résilience se fait pas seulement au niveau psychologique, bien sûr, c'est quelque chose d'important, mais si le corps est complètement bloqué et qu'on n'a pas de but, de mission, ça tourne vraiment très rapidement en rond. Donc cette vision de la résilience à 3 étages, elle est importante, pas toujours bien vue, pas toujours bien décrite, mais dans certaines approches de thérapie, mais je pense que c'est important de plaider pour ça. Les exemples de pratique, vous connaissez, la respiration, oui, avec beaucoup de patterns issus, en tout cas dans ma pratique, sur les arts martiaux du Systema, qui est un art martial russe qui utilise beaucoup la respiration. La cohérence cardiaque, c'est très bien, c'est un élément important, mais largement insuffisant pour la plupart des situations de stress. Donc c'est bien de commencer par ça, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la respiration que la cohérence cardiaque. Le yoga, le tai chi, toutes les thérapies corporelles, le cheval, on en parlera après. Donc, la troisième donnée de l'équation, on a vu la science, on a vu la stratégie, et maintenant c'est trouver du sens. Et cette structure cérébrale qui a été élaborée, qui s'est développée avec l'évolution au sens darwinien du terme, de l'être humain pendant des millénaires, c'est le cortex singulaire antérieur. C'est ce qui a permis, et c'est du domaine de la survie, du sujet, mais également du groupe, parce que c'est ce qui a permis de faire des prédictions. Ce qui a permis de voir que, par exemple, le sujet échappait au stress thermique, en particulier au froid, en se mettant dans une caverne. Il arrivait à pouvoir manger parce qu'il avait étudié le comportement du gibier, etc., etc. Et donc au début, c'était quelque chose qui était extrêmement rudimentaire et qui petit à petit s'est élaboré au fil des millénaires. Le fait de trouver du sens. Et la structure clé est un interrupteur en quelque sorte. Ça, c'est bien montré, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Entre justement ces pensées cognitives très, très désincarnées finalement, du cortex frontal et l'amygdale qui est très animal, c'est le ça de Freud, très pulsionnel. L'interrupteur qui va connecter tout ça, qui va donner du sens à tout ça, c'est le cortex singulaire antérieur. C'est une structure absolument majeure de l'équilibre et de l'être humain. Donc là, en tentant un schéma de synthèse, la pyramide des émotions, si on est déconnecté de son cortex singulaire antérieur, de son cortex préfrontal, comme c'est le cas dans le stress, comme on l'a vu, on va avoir une hypertrophie de l'amygdale, le A que j'ai représenté ici sur la gauche, c'est-à-dire qu'on va avoir peur de tout. Et d'un autre côté, on va avoir une hypertrophie également qui va être débridée, littéralement, complètement autonome, non régulée, du striatum, des circuits de la récompense, c'est-à-dire qu'on va se bouffer en permanence des gâteaux, scroller sur Facebook, ou l'addiction à tout ce que vous voulez en fait. Mais il faut que ce soit pour compenser la peur de l'amygdale en fait. Et donc tout ça aboutit à des désordres émotionnels qui sont décrits dans la nosologie psychiatrique, les phobies, les attaques de panique, les addictions, etc., etc. Quand on arrive, donc avec une connexion au corps très, très, très importante, beaucoup de somatisation, quand on arrive à connecter tout ça par l'intermédiaire du cortex singulaire antérieur, justement, on a un contrôle beaucoup plus efficace, la raison qui peut s'appliquer et on peut obtenir du changement de manière beaucoup plus construite et non pas anarchique. La souffrance psychique, il y a un livre, alors il y en a plein, mais celui-là est vraiment très intéressant, Revivez de l'intérieur, Jean-Guilhem Zéry, qui est psychanalyste et médecin, scientifique également, a bien montré, alors je fais bref, mais en gros l'idée c'est de passer
l'homme psychologique, l'humain, je veux dire, avec un H majuscule, à l'homme spirituel pour lequel il trouve du sens. La souffrance psychique actuelle, tout ce qu'on peut voir dans les burn-out, les gens qui sont dans des recherches en reconversion pour trouver du sens même, et ça peut aboutir à des impasses existentielles très très importantes, c'est lié à tous les excès de l'homme psychique, hyper stimulé, hyper sollicité, multiconnecté, et qui ne sait pas comment évacuer cet excès d'énergie. Et cet excès d'énergie se fait essentiellement parce que le striatum, la dopamine, donc, inonde tout, partout, le numérique, les réseaux sociaux, etc. Et ils font leur argent avec ça, justement, et ça pousse à une consommation effrénée qui aboutit à des désordres écologiques, entre autres. La perte de sens, donc chercher un statut social, vouloir toute sa vie être calife à la place du calife, la nourriture, être aimé, l'argent, les comprimés, le prestige, toutes les dépendances, alcool. En France, on est champion du monde de consommation de somnifères et d'anxiolytiques, de très loin. Le numérique, les jeux, le sexe, la pornographie sur Internet, hein, un tiers du trafic d'Internet, c'est les vidéos porno. Et le trafic Internet a une empreinte carbone égale à l'avion, au voyage en avion. Donc le vide de sens, c'est le moteur caché de la crise planétaire. C'est pas mon avis, hein, ça. C'est des chiffres tout à fait documentés, etc. Je ne fais que transmettre quelque chose de, encore une fois, tout à fait factuel. Malgré le confort moderne, on a un besoin fondamental qui est négligé, le besoin de sens. Et sans but clair, nos vies deviennent mécaniques, accélérées, dominées par l'instantané, donc consommation rapide, et on a les explications neuronales qui existent derrière. Distraction constante, objet jetable. On a une frustration, on va aller se connecter et choper un week-end sur lastminute.com. Voilà, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement, hein, vraiment. On fait tout ça. Ce vide intérieur, ou presque. Ce vide intérieur pousse à consommer pour fuir la question pourquoi tout cela. Et on a beaucoup, si on pose les bonnes questions en thérapie, moi, je ne suis pas psychothérapeute en fait, mais d'une certaine manière je fais de la psychothérapie parce que dans ma vision de la pratique de mon métier, je ne voulais pas être seulement un mécanicien. Alors c'est bien d'être un bon mécanicien, c'est important, j'essaie de l'être le mieux possible, mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cette dimension aussi de prendre... Les gens n'ont pas fait une tumeur cérébrale pour rien, en fait. Et il y a des fois des demandes, beaucoup, pour trouver du sens, justement, à pourquoi moi, et qui faisait écho aussi, même ça a commencé quand j'étais étudiant en médecine, pourquoi il peut y avoir des choses aussi horribles qui se passent en médecine, en fait, que ce soit en pédiatrie, aux urgences, etc. Et beaucoup, cette notion de sens m'a travaillé extrêmement longtemps, d'abord pour moi. Enfin, oui, ce travail a été là pour essayer de trouver du sens. Et très rapidement, je l'ai bien sûr transcrit dans l'espace thérapeutique, avec les outils que je trouvais le plus avec mon expérience, mes recherches et l'apprentissage par essai-erreur, essayer de m'approcher le plus de ce qui pouvait être efficace parce que je suis un acharné du résultat aussi. Donc voilà. Retrouver le sens n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence vitale. Alors, rappelez-vous les australopithèques, pardon, qui ont pu justement continuer à évoluer jusqu'au mode sapiens parce que justement ils ont pu dominer la planète, parce que l'être humain, le sapiens, domine la planète. C'est comme ça. On n'a pas les muscles du gorille, on n'a pas les canines du lion, on n'a pas la vitesse du léopard, on est faible, très faible physiquement. Et pourtant, parce qu'on a un cortex singulaire antérieur qui a été façonné, qui a été aiguisé par des milliers d'années d'évolution, on arrive à justement organiser un système qui est à la dérive et qui est pas très loin d'être équilibré, mais qui a permis justement d'être du domaine de la survie. Donc, quand la perte de sens devient un stress biologique, et ça c'est bien montré, dès qu'il n'y a plus de sens, même dans des expériences de psychologie expérimentale très basiques, on a, dans un outil de neurosciences qui est très intéressant, qui est
qui s'appelle l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'on voit en direct s'allumer cette région du gyrus, du cortex singulaire antérieur. Et le cerveau, dès qu'il est en phase de stress et que cette amygdale, mais aussi ce cortex singulaire antérieur, puisqu'ils évoluent dans certaines situations en même temps, on va se reporter sur des stratégies à court terme qui vont activer surtout le circuit à dopamine, donc micro-certitude, donc consommer, scroller, fuir, l'addiction. Et l'addiction devient un calmant existentiel. C'est pour ça que c'est aussi difficile à traiter, toutes ces pathologies qui viennent de l'amygdale et du striatum. Pourquoi ? Parce qu'elles sont du domaine de la survie. Donc, la fin d'un monde, l'incertitude devient réalité. J'ai bientôt fini. Le cerveau se tourne vers tous les êtres humains, consommation compulsive, repli identitaire, déni du réel. Même le complotisme, ça s'explique très bien par le déséquilibre du cortex singulaire antérieur. On veut trouver du sens. Vous voyez des trucs sur Facebook qui sont délirants, et pourtant les gens y croient parce que pour eux, ça a donné du sens. Ils se sont accrochés à cette bouée de sauvetage existentielle, sémantique. La fin d'un monde, alors on pourrait dire qu'elle glace le sang. Alors, thème de glace, il n'y en a plus beaucoup sur Terre. Mais ce sont des chiffres, encore une fois, je ne suis pas militant spécialement de quoi que ce soit, ce sont vraiment les chiffres de ce qu'aboutit justement ce dérèglement de la dopamine, avec cette consommation effrénée. Le trafic aérien est prévu pour doubler jusqu'en 2040. Il se construit en Chine un SUV toutes les secondes. Les ressources d'eau potable au Pakistan, par exemple, ça a été bien étudié. En 1960, c'était 5000 litres par personne. En 2024, c'est 400 litres par personne. Voilà, le monde que nous connaissons disparaîtra dans un siècle. Ça, c'est encore une fois des chiffres de tout, le GIEC, tout ce que vous voulez. Vous regardez toutes les datas, température plus de 50 degrés, agriculture en crise, il n'y a plus d'eau. Exode massif, montée des eaux. La montée des eaux, elle est prévue pour 2100 au minimum de 7 mètres. Au maximum, certaines études parlent de 20 mètres. Le Groenland, il y a 1 milliard de tonnes de glace par jour qui fondent. C'est-à-dire qu'il y a 6 bombes atomiques qui brûlent par jour, en fait. L'équivalent, bien sûr. Et la température de 9 degrés en 2080 est inévitable, quelles que soient les choses qu'on fasse. Donc le vide existentiel et justement se trouver du sens est largement, alors dénié, oui, et vers quoi on peut se tourner. Alors là, je vais passer assez vite parce que ça nous amènerait assez loin. Mais quand même, je tenais à transmettre ça. Ouais. C'est justement la démarche spirituelle, mais je vais passer plus vite là-dessus. Donc, actuellement, on assiste surtout à quelque chose qui est plutôt du domaine du narcissisme. Mais bon, on pourra en discuter après. Voilà, l'idée du cortex singulaire antérieur, donc pour trouver une mission, pour trouver du sens à sa vie, c'est quelque chose qui est vraiment important. La dépression, c'est la pathologie majeure dans la société contemporaine. Et le livre d'Ehrenberg, par exemple, montre très bien que tout ce qui repose sur nous, que ce soit nos échecs ou nos réussites même, c'est quelque chose qui finalement est extrêmement destructeur. Donc la spiritualité aujourd'hui, c'est quelque chose je parle de spiritualité non religieuse, elle peut inclure la religion, mais ce n'est pas mon propos, spécialement. Pour reprendre une phrase de Erwin Schrödinger, qui est un des fondateurs de la physique quantique, il ne s'agit pas tant de voir ce que personne n'a encore jamais vu, mais de penser ce que personne n'a encore jamais pensé à propos de ce que tout le monde peut voir. Voilà, l'instar de Félix Baumgartner, qui a osé franchir le pas finalement, de se lancer. Voilà, il y a un moment où il faut décider quelque chose. En résumé, les 3 S du succès, science, stratégie, sens, voilà, et capacité à sortir de l'impasse actuelle en incluant dans la thérapie, en tout cas, et de manière générale dans l'aide,
la dimension corporelle, donc pour essayer de déprogrammer l'amygdale, et la dimension spirituelle pour trouver du sens. Je vous remercie. Alors, sans doute, peut-être quelques questions. Alors, moi, Désolé. je vais faire le candidat. Moi, j'avais une question, c'est ce cerveau, ces traumatismes, ce stress, arrive-t-il à provoquer des pathologies, des maladies au corps? Donc, par quel fonctionnement? Enfin, quelqu'un qui... Toutes les conséquences de cette hyperactivation, hein, les conséquences de trop de dopamine, les conséquences de trop d'activation de l'amygdale, qui va entraîner la production de cortisol, par exemple, hein, l'hormone du stress, l'adrénaline, etc., qui, avec tout un tas de conséquences, augmentation de la glycémie, destruction neuronale, ulcères digestifs, etc., pathologie cardiaque, bien sûr. L'OMS a montré très bien que 80% des maladies dans le monde sont d'origine fonctionnelle. C'est-à-dire le corps fonctionne bien, enfin, le corps n'a pas de problème particulier, mais son fonctionnement va être déréglé progressivement par trop de nourriture, trop de stress, etc. etc. Seulement 20% des maladies sont liées à des maladies génétiques, par exemple, des traumas, des infections, etc. Donc 80% sont fonctionnels. Donc on a un gros levier de manœuvre, mais qui n'est pas facile à activer. Alors le stress, par exemple, provoque un dérèglement dans le fonctionnement avec une addiction sur quelque chose, et c'est cette addiction qui va provoquer une pathologie autre? Non, il y a plein de mécanismes en fait, mais c'est à partir de là, ça naît à partir du dérèglement de ces éléments de survie, et toutes les conséquences après, c'est des phénomènes en cascade qui sont plus ou moins orientés. Il y en a qui vont trop manger, il y en a qui vont trop sédentaires, il y en a qui vont développer une anxiété avec des attaques de panique, etc. Donc peu importe le chemin emprunté, de ce dérèglement initial, on aboutit à des somatisations, et je vous dis 80% selon les chiffres de l'OMS, c'est énorme.